Bonjour. Donc, je vais vous présenter du coup le volet invertébré et puis également à la suite le volet oiseau. Donc, le volet invertébré, effectivement, il se voulait un peu complémentaire. Il est à la base de la chaîne alimentaire, donc il va forcément jouer un rôle important dans la structuration des écosystèmes aquatiques. C'est vrai que pour les poissons, effectivement, la focalisation s'est faite sur une espèce et ça permettait d'avoir aussi des éléments quantitatifs. Sur les invertébrés, on a un peu plus de possibilités. Effectivement, on a pu s'intéresser à la biodiversité interspécifique. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter. Donc, on a eu deux approches sur les invertébrés. Une approche quantitative, où on s'est intéressé à la densité d'invertébrés. Donc ça donne une valeur biogénique des tronçons, c'est-à-dire une capacité à produire de la vie sur les tronçons qu'on a étudiés. Donc sur l'approche quantitative, on a étudié les 35 sites qui avaient été pré-ciblés. Sur chaque site, on a fait 6 réplicas, donc on a eu un peu plus de 200 échantillons collectés. Et donc là, on s'est intéressé à tous les groupes d'invertébrés déterminés au genre. Et enfin, une approche patrimoniale, où là, on s'est intéressé à la diversité d'espèces présentes et à leur patrimonialité, c'est-à-dire à leur rareté. Donc, toujours sur ces 35 sites, on a réalisé là 3 campagnes par site. Et on s'est intéressé spécifiquement aux éphémères, trichoptères et plécoptères qui ont été déterminés à l'espèce. Donc là, on a collecté et déterminé un peu plus de 6000 individus. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des méthodologies, mais globalement, 3 types de collectes ont été appliqués. Une collecte aux urbères, c'est-à-dire c'est un filet qu'on va placer dans l'eau et qui va nous permettre de collecter des larves sur le substrat. Donc, on voit que le filet est muni d'un cadre également qui nous permet de faire des collectes sur des surfaces déterminées et donc de mettre en œuvre l'approche quantitative. Donc cette collecte aux urbères a été utilisée à la fois dans l'approche de densité et également dans l'approche de biodiversité. On a également mis en place des pièges lumineux, donc qui a permis, donc ce sont des éclairages qu'on va placer sur les sites la nuit et qu'on va venir visiter plusieurs fois dans la nuit et qui vont nous permettre de collecter des adultes, donc des volants. Donc les invertébrés aquatiques, ceux dont il est question ici, ont une phase larvaire aquatique et une phase adulte aérienne. Et donc là, on va s'intéresser aux adultes et on va les attirer spécifiquement la nuit avec ces lumières. Et enfin, une capture directe de jour au filet, où là, soit on va cibler des individus qu'on va attraper, ou alors on va battre la végétation. Donc c'est l'ensemble de ces méthodes qui nous ont permis d'obtenir les résultats que je vais présenter à la suite. Toute cette collecte, évidemment, a fait l'objet d'un traitement laboratoire, d'une détermination, d'un tri. Et selon les objectifs, effectivement, au niveau de détermination, on a vu à l'espèce pour la biodiversité, des comptages par classe de taille pour essayer d'obtenir une approche biomasse, et donc des calculs de densité. Donc les résultats qu'on a obtenus sur l'approche qualitative pour commencer. Donc l'intérêt là, c'est d'appréhender la répartition de la biodiversité en plécoptères, trichoptères et éphémères sur le bassin versant de la Bienne. Donc ce qu'on peut voir, c'est que les diversités spécifiques globales, elle varie de 16 à 40 taxons par site. Et donc, on a classé le code couleur, là, le rouge. On ne voit pas bien la différence entre le rouge et l'orange là sur la projection. Donc, le rouge et l'orange correspondent aux diversités les plus importantes qu'on a observées sur le bassin versant de la Bienne. On peut voir également à droite la répartition par groupe faunistique. Donc, on a 4 zones de biodiversité majeures qui s'observent sur la Bienne. Donc, on voit la Bienne amont, qui correspond donc, au combo biennette, bief de Chaille, et donc la Bienne principale, éventuellement un peu les évalue. On a les gorges de la Bienne,
donc entre Saint-Claude et Moret. On a le bassin versant du Tacon, particulièrement dans sa partie aval. Et on a la Bienne aval. Donc on voit que déjà, alors on est sur un compartiment qui est relativement, on est sur une démarche qui est différente de celle des poissons, mais on voit que déjà on retrouve quand même des similarités sur les zones. Ce qu'on voit aussi, c'est que les zones de forte biodiversité, on ne les trouve pas isolément. Le code couleur, ce n'est pas forcément évident, mais on retrouve du coup, quand on a de la biodiversité sur un secteur, ça se répercute sur plusieurs secteurs contigus. Donc ça, la conclusion de ça, c'est qu'on a besoin de vastes réseaux d'habitat favorables pour alimenter un peuplement diversifié. Pour avoir une grande diversité d'espèces, il faut effectivement beaucoup d'habitats qui soient connectés les uns aux autres, et donc ça apporte une certaine robustesse sur un territoire qui n'est pas juste une station. Et donc la question qu'on se pose quand on voit ça, c'est comment vont se comporter ces 4 zones de biodiversité vis-à-vis des autres indicateurs qu'on va calculer, qu'on a calculés. Donc on s'est intéressé à voir la patrimonialité des taxons qu'on avait capturés, identifiés. Donc c'est-à-dire est-ce que ce sont des taxons rares, en danger ou pas. Donc on a utilisé pour ça les listes rouges françaises et suisses. Donc la liste rouge suisse s'intéresse aux 3 groupes qu'on a étudiés, éphémères, trichoptères, plécoptères. La liste rouge française, à l'heure actuelle, n'est que sur les éphémères. Elle est plus partielle. Donc, par rapport à nos déterminations, donc sur les 32 plécoptères qu'on a identifiés, il y en a 9 qui sont sur liste rouge. Sur les 68 trichoptères, il y en a 18. Et donc, sur les 24 éphémères, il y en a 6 sur la liste suisse. Non, il y en a 6, dont 2 sur la liste rouge française. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de ces taxons qu'on va retrouver sur les listes rouges, c'est qu'ils vont traduire la présence d'habitats qui vont être rares, voire en déclin. Donc, leur présence contribue pleinement à la définition de poche de biodiversité, c'est bien ce qu'on recherche ici. Donc, d'un point de vue cartographique, donc là, on a en haut les petites cartes, là, c'est le nombre de taxons en fonction du statut de protection, et à droite, on a donc le nombre de taxons global sur la liste rouge suisse. Là, on est sur la liste rouge suisse pour commencer. Le nombre de taxons qui sont sur liste rouge par site. Donc, on retrouve toujours les poches en rouge. Là, c'est les zones de tout à l'heure. Hein. Ce n'est pas des nouvelles zones. Donc, c'est les 4 zones de biodiversité qu'on avait observées. Et on va voir où se situent les zones qui ont plus de taxons patrimoniaux. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que la forte présence de taxons patrimoniaux, elle se fait sur les zones de biodiversité. Bon, on peut s'y attendre un peu. C'était pas obligatoire, mais on va dire que c'était un peu attendu quand même. C'est effectivement quand on a plus de taxons, on a aussi plus de taxons patrimoniaux. Donc en particulier sur la Bienne amont, sur l'aval du Grodard et également sur l'aval de la Bienne. On voit que par contre, en revanche, ça ne s'observe pas sur les gorges de la Bienne où on a des valeurs plutôt basses. Concernant les éphémères qui sont sur la liste rouge française, donc on retrouve toujours ici en rouge les poches de biodiversité qu'on a identifiées précédemment, et donc les larges cercles là, qui sont en pointillés concernent les zones de présence des taxons sur la liste rouge française. Donc on a 2 taxons qui sont sur la liste rouge française, Ritrogena gracioponitana et Betis subnuclearis. Ces zones elles viennent conforter, les espèces sur la liste rouge française viennent conforter 2 zones de biodiversité dont on a déjà parlé précédemment. Toujours la Bienne amont. Et là, le bassin versant du Tacon dans sa globalité, y compris le ruisseau de la Vulve qui est un peu limitrophe. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on parle de diversité d'invertébrés, on n'est plus sur les mêmes problématiques que les poissons. Les poissons, ils ont besoin de nager pour se déplacer d'un site à l'autre. Là, on est sur des individus qui sont volants. Et donc, en fait, entre la vulve et la douvraine ou le tacon, pour un individu volant, c'est à proximité. Donc, on n'a plus cette problématique de fragmentation de la même façon qu'on l'avait pour les poissons, mais néanmoins, on obtient quand même des résultats qui sont assez proches. Donc on voit aussi que toujours là, en conclusion sur les listes rouges françaises et suisses, donc on a vraiment 3 zones qui se retrouvent confortées, la Bienne amont, le bassin versant du Tacon,
le bassin versant de la Bienne qui était conforté par la liste rouge suisse. Et en revanche, les gorges de la Bienne, entre Morée et Saint-Claude, ne s'illustrent pas sur ces critères. On a uniquement la biodiversité, mais on n'a pas retrouvé d'espèces particulièrement sensibles au patrimonial sur ce secteur, qui est, somme toute, relativement isolé. Deuxième volet, deuxième pendant, la densité numérique d'invertébrés. Donc là, je ne vais pas vous assommer avec les tableaux, mais c'était juste pour vous illustrer un peu le type de résultats qu'on a obtenu. Donc ici, en fait, sur la colonne de droite, là, vous avez donc là, ici, c'est les cours d'eau. Donc c'est classé d'amont-aval, plus ou moins, les affluents à la suite. Donc là, on a la Bienne, et puis les affluents classés d'amont-aval. Ce qu'on voit, c'est que, et donc ici, on a les densités numériques. Donc les densités numériques, déjà par station, elles s'échelonnent entre 2000, le plus bas, sur le ruisseau de l'Abîme, et 17 000, donc sur la Bienne aval, individus par mètre carré. 17 000, c'est des valeurs qui sont élevées. Pour faire une idée, sur une feuille A4, ça fait plus de 1000 individus. Donc ça fait quand même une densité de taxons qui est forte. C'est parmi ce qu'on trouve de fort dans la bibliographie, ce qu'on observe sur d'autres cours d'eau. Quand on a des valeurs vraiment élevées, on est là-dessus. On est sur ces ordres de grandeur-là. Alors ça ne veut pas dire qu'on a tout le temps, toujours cette biodiversité. On a fait les échantillonnages au printemps et on a bénéficié d'une année avec une hydrologie stable. Donc on était sans doute dans une période qui était particulièrement favorable à ça. Donc peut-être qu'on ferait le résultat cette année, on n'aurait pas des valeurs aussi élevées. Néanmoins, ça témoigne quand même du dynamisme de ces secteurs et de leur capacité à produire des quantités importantes d'invertébrés. Et donc quand on regarde, on a vraiment deux secteurs qui dépassent la moyenne, on va dire, de ce qu'on observe sur le reste du bassin versant. Alors ici, évalue, bief de Chaille, Biennette, Bienne amont. Voilà, on verra cartographiquement après. Et puis cette partie-là, qui est la partie Bienne aval. Ce qu'on voit à droite, là, également, ce sont une autre représentation, c'est qu'on a notre échantillonnage sous forme de box plot, c'est-à-dire qu'en fait, chaque petite box plot, là, synthétise les résultats qu'on a obtenus sur l'ensemble des placettes. Donc, on voit à peu près la même chose. On voit clairement que ces deux zones-là elles sont très différentes de la médiane. La valeur médiane, c'est la ligne rouge ici. Donc, tout ce qui dépasse, c'est-à-dire que c'est au-dessus de la médiane de ce qu'on a observé sur les autres stations. D'un point de vue cartographique, voilà, on voit les deux zones qui étaient sur les tableaux avant, ainsi que le code couleur. Voilà, bien amont et bien aval. Donc on voit que ces secteurs de forte densité, au niveau spatial, ils sont cohérents, ils ne sont pas éclatés. C'est des zones qui sont bien identifiées. Voilà. Et ça vient vraiment conforter ces deux zones qui étaient déjà identifiées comme étant des zones de biodiversité. C'est également des zones de densité. On aurait pu avoir un résultat tout autre avec des proliférations de taxons banales ou voire résistants à la pollution. Ce n'est pas le cas. Donc là, sur l'amont, on est sur des fortes densités, notamment on a pas mal de plécoptères. Et sur la partie aval, on a plécoptères, trichoptères. Sur la partie aval, on a plus d'éphémères. Toujours des trichoptères parce qu'il y en a un peu sur le tout bassin versant. Puis on a aussi pas mal de diptères. Un autre point qu'on a essayé de voir, c'est la densité numérique spécialement d'éphémères, trichoptères et plécoptères. Donc c'est les taxons qu'on a ciblés comme étant patrimoniaux dans l'approche précédente. Donc là, l'idée, c'était d'évaluer la potentialité des sites à alimenter des mécanismes de dispersion de ces groupes, donc à partir des poches de biodiversité. On a vu qu'on avait des poches de biodiversité, et on se dit si on a des grosses densités en plus, ça veut dire qu'il va y avoir de la dispersion potentielle et donc de la résilience. Donc là, la densité, on a, on va dire, les zones de biodiversité de tout à l'heure, c'était celles qui étaient en rouge, les 4 là, rouge sous le vert. Et on est venu donc par-dessus tracer les zones de forte densité de TP. Et donc on voit que les 3 zones de biodiversité majeure, possèdent également une forte capacité de dispersion. Donc c'est intéressant et on n'a toujours pas de confortement des gorges de la Bienne. Une autre approche, donc là on s'est intéressé plus à l'approche biomasse, c'est-à-dire qu'on s'est intéressé à la taille des individus.
pour voir s'il n'y a pas un biais par rapport à des effectifs qui seraient composés essentiellement de très petits individus. Donc, l'approche biomasse, c'est-à-dire qu'en fait, tous les taxons qui ont été identifiés ont été catégorisés par classe de taille et ça a permis ensuite de donner plus de poids aux gros individus par rapport au poids par rapport aux individus qui sont plus petits. C'est pour ça qu'on a des classes de densité ici qui sont en millimètres d'individus par mètre carré. Voilà. Un individu de 5 mm, il pèse 5 fois plus qu'un individu d'1 millimètre dans ce calcul. Donc, alors, on a voilà, les 4 zones qui sortent du lot sur cette approche. Donc, on a d'une part toujours 2 secteurs, bien amont et bien aval, qui sont complètement confortés de cette approche, il n'y a pas de biais. Et on a également 2 cours d'eau qu'on n'avait pas du tout vus sur les autres approches, qui sortent également ici, le Lison et le Merdanson. Donc, ça témoigne quand même d'une capacité biogénique de ces cours d'eau, une capacité à produire de la biomasse, le Merdanson et le Lison. Mais pour autant, elle ne s'exprime pas sur les approches patrimoniales ou de biodiversité. Et en fait, sans doute pour des raisons de perturbation anthropique. Donc, un potentiel de ces cours d'eau, mais qui n'est pas pleinement exprimé. Et donc, si j'en viens à la synthèse, on essaye de mettre un peu tous ces indicateurs sur une carte pour voir un peu comment on s'y retrouve. Tout d'abord sur la patrimonialité, donc ici on voit j'ai superposé l'ensemble des résultats qu'on a obtenus avant. En rouge, donc c'était rouge plein, on va dire, c'est les zones de biodiversité majeures. Là ici ça fait un genre de quadrillage, c'est les zones de présence, ça c'est les zones de présence d'éphémères sur la liste rouge française. Et donc ceux qui ont des diagonales là, c'est ceux qui sont sur la liste rouge suisse. Donc ce qu'on peut voir, c'est que les points de biodiversité, ils ne s'observent pas isolément, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais se structurent sur des vastes zones qui couvrent des réseaux d'habitat qui sont favorables à un peuplement diversifié. On a 3 secteurs qui se démarquent réellement en cumulant l'ensemble des indicateurs. La bien amont, le bassin versant du Tacon, où la diversité elle est maximum sur la partie aval, et la bien aval sur son cours principal. Les gorges de la Bienne, entre Moret et Saint-Claude, ne montrent pas de valeur importante, montrent des valeurs importantes de biodiversité, mais en revanche pas de taxons patrimoniaux. Voilà pour le volet biodiversité. Une deuxième diapo sur le volet biogénité. Donc là, en termes de biogénité, on a 2 secteurs. Donc ce qu'on peut voir, voilà, ici c'est les zones de densité, ici également. Ça doit cumuler ETP et densité. Ici, on voit mal, mais il y a un seul des 2 paramètres qui est coché. Ici, c'était la densité pondérée. Ici, c'est la densité ETP. Donc, 2 secteurs principaux de forte densité d'invertébrés sont identifiables, bien amont, bien aval. Donc, ce sont des poches de biodiversité majeures, d'autant plus qu'on a vu avant qu'ils cumulent des critères de biodiversité, de patrimonialité, de productivité et de sources de dispersion. Donc ce sont forcément des leviers de robustesse et de résilience des peuplements d'invertébrés de la Bienne. Ensuite, on a le bassin versant du Tacon, qui n'est pas identifié pour la densité globale d'invertébrés, mais qui se démarque quand même en termes de densité d'ETP. Et enfin, le Lison et le Merdanson, qui se démarquent en termes de densité pondérée, on a dit tout à l'heure, la biomasse, mais pas sur les autres critères. Donc ils ont une capacité biogénique, mais qui ne s'exprime pas complètement en raison de perturbations anthropiques. Donc j'ai terminé sur le volet invertébré. Donc moi je vais passer donc du coup sur le dernier volet. Non, il y a encore le volet thermique. Sur le volet oiseaux, on verra le temps qui reste après les oiseaux. Donc ça va aller, ce volet est plus rapide à présenter. Non pas qu'il n'y ait pas eu du travail, mais les résultats sont plus simples à présenter. Donc on a travaillé sur 2 espèces, le cincle plongeur et le martin pêcheur. Donc le cincle plongeur, effectivement, dont l'alimentation principale, c'est les invertébrés aquatiques. Et le martin pêcheur, des jeunes poissons. Pourquoi ces 2 espèces ? Parce qu'effectivement, elles ont une forte dépendance au milieu aquatique, de tout leur stade de développement, la nidification, alimentation, déplacement. Et puis, l'idée, c'était d'observer éventuellement des variations longitudinales ou spatiales de leur répartition pour essayer d'identifier les secteurs qui fonctionneraient mieux. Donc, ce qu'on a mis en œuvre, c'est l'indice kilométrique d'abondance, l'ICA, des spécimens nicheurs. Donc, en fait, c'est une méthode de dénombrement
sur la base d'indices des oiseaux nicheurs. On s'est déplacé donc, sur les 35 tronçons, sur des linéaires de plusieurs kilomètres la plupart du temps. Et donc, il y a eu 2 campagnes sur 25 sites en période de reproduction dans le but d'identifier les oiseaux nicheurs. Et après, il y a, on va dire, il y a une classification d'indices qui permet de donner, voilà, quand on a un nicheur, c'est 1. Quand on a un couple nicheur, c'est 2. La valeur de 1, c'est un couple nicheur, donc c'est 2 individus. Résultat sur le simple plongeur, donc voilà, ça c'est les valeurs d'IK qu'on a obtenues. Donc ça c'est divisé ensuite par kilomètre. Donc quand on a 1, c'est un couple par kilomètre. Donc voilà, les IK. Donc ce qu'on voit qui est en rouge ici, c'est on est sur des valeurs supérieures à 1. En orange, c'est qu'on a entre 0 et 1, c'est qu'on a moins d'un couple nicheur. On a des résultats plus fins, mais on va dire ceux-là, ils ont été catégorisés. Et puis quand on n'en a pas, c'est en bleu. Donc ce qu'on voit ici, voilà, c'est les résultats, comment ils s'échelonnent. Donc on est sur le 5 le plongeur, donc, et donc les valeurs d'IK, elles sont en colonne. Donc on a observé le 5 sur 31 des 35 stations, donc il est vraiment largement présent. On a un noyau de densité relativement important qui semble se localiser sur la partie amont du bassin versant. Donc on a des valeurs d'IK qui sont supérieures à un couple par kilomètre. Donc sur la Bienne, Biennette et Bièvre de Chaille, ça revient. Et on a aussi une valeur extrême qui a été observée au ruisseau de la Bime, où là on a 3 couples sur un peu plus d'un kilomètre, qui est également associée à une forte valeur sur la Bienne en amont de ce secteur. Donc voilà pour le 5 plongeur. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'aire de répartition du 5 plongeur, c'est ce que j'entoure en rouge, c'est l'ensemble du bassin versant. On ne l'a pas détecté sur le Tacon amont, là, par là, et puis le Merdanson aval. Et on a 2 zones de densité qui correspondent à la Bienne amont et au ruisseau de la Bime. Le martin pêcheur, même démarche. Donc là, la répartition des IK, on voit qu'il y a beaucoup plus de stations qui n'en ont pas. Effectivement, le martin pêcheur, on va l'avoir trouvé plutôt sur le bas de la Bienne. Donc on l'a observé sur 6 des 35 stations. Là où il est présent, on a des valeurs d'IK qui sont plutôt élevées par rapport à la bibliographie, parce qu'en fait, ils ont des espaces vitaux assez importants. Et la bibliographie va confirmer la présence du martin pêcheur sur les sites intercalaires, là où il n'a pas été observé. C'est-à-dire, par exemple, là, on avait des martins pêcheurs, ici on n'en a pas. Bon, c'est probablement des aléas d'échantillonnage et la bibliographie nous a confirmé qu'il était bien présent dans les sites intercalaires. Donc en conclusion sur le martin pêcheur, l'aire de répartition donc, elle est un peu plus restreinte en bas. Elle correspond à la Bienne en aval de Saint-Claude, retenue d'étape compris. Après, si on inclut les compléments bibliographiques, on l'a également un peu en amont de Saint-Claude. Donc, ce n'est pas très étonnant, au vu de la biologie de l'espèce. C'est une espèce qui est quand même qui va manger des petits poissons et puis qui a besoin surtout d'habitats pour nidifier, qui sont des zones d'érosion qu'on retrouve davantage sur la partie basse de la Bienne.